Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attarder sur les structures algébriques usuelles, en particulier sur les anneaux Z sur NZ. Cette vidéo fait suite à une première vidéo sur les structures algébriques faite par mon collègue Nathan, dans laquelle il revient en particulier sur la notion de groupe, de sous-groupe, d'anneaux, de sous-anneaux. Alors aujourd'hui on va s'intéresser en particulier au morphisme entre ces structures. Donc rappelons que si G point et H étoile sont des groupes, donc une application phi, disons, de G dans H est appelée morphisme de groupe. C'est un morphisme de groupe. Si elle vérifie pour tout G et G', dans grand G, l'image de leur produit à l'intérieur de G est égale au produit à l'intérieur de H de leurs images. Alors des groupes, vous en connaissez beaucoup, et des morphismes de groupe, vous en connaissez aussi pas mal. Donc des exemples qu'il faut avoir en tête. Alors parmi les exemples, il y a par exemple le déterminant qui va, disons, des matrices inversibles à coefficient dans un anneau commutatif, par exemple un corps, par exemple R ou C. A ici c'est un anneau commutatif. Donc on peut penser à R ou C si on veut, et qui va dans les unités de A, qu'on note A avec un petit X ou une petite croix en haut. Donc ça, ce sont les unités de A, c'est-à-dire l'ensemble des éléments inversibles de A, inversibles au sens du produit. Donc ça, c'est un morphisme de groupe, puisque vous connaissez la propriété importante des déterminants, qui dit que le déterminant d'un produit de deux matrices carrées est égal au produit des déterminants. Alors ici, il s'agit du produit matriciel, donc le groupe de départ G, ici c'est GLN avec comme loi de composition interne le produit matriciel. Le groupe d'arrivée, ce sont les unités des A, les éléments inversibles pour le produit de A. La loi de composition interne, c'est le produit hérité par le produit de A. Un autre exemple que vous connaissez depuis encore beaucoup plus longtemps, c'est, disons, l'exponentielle. Par exemple, l'exponentielle réelle, disons, qui va de R dans R plus étoile, ou l'exponentielle complexe, qui va de C dans les nombres complexes inversibles. Alors, ça aussi, c'est un morphisme de groupe. Donc, est un morphisme de groupe, puisque vous savez que l'exponentielle de la somme, disons, de deux nombres réels x plus y, avec donc x, y, deux nombres réels, est égale au produit des exponentielles donc l'exponentielle est un morphisme de groupe du groupe additif R+, vers le groupe multiplicatif R plus étoile. Donc si on veut, on peut rajouter les lois de composition interne. Ici. OK. Alors, dans le cas de l'exponentielle, la même loi a lieu pour l'exponentielle complexe. Dans le cas de l'exponentielle réelle, c'est même une bijection. Donc, l'exponentielle réelle réalise une bijection entre les nombres réels et les nombres réels strictement positifs.
Et la réciproque, vous la connaissez aussi, c'est le logarithme. ln. Alors, le logarithme est lui aussi un morphisme de groupe. Puisque vous savez que le logarithme du produit de deux nombres réels strictement positifs, c'est la somme des logarithmes des deux nombres. Donc c'est bien quelque chose qui transforme un produit dans la première structure en un produit, entre guillemets, enfin, ici une somme de la structure d'arrivée. Donc c'est bien quelque chose qui vérifie cette propriété, qui est la propriété qui définit un morphisme de groupe. Alors, dans la vidéo sur les structures algébriques de Nathan, vous avez aussi rencontré la notion de signature d'une permutation. Donc la signature, c'était une application, on avait un entier n, en nul, disons. La signature, qu'on va noter epsilon, c'est une application qui va de l'ensemble des bijections d'un ensemble à n éléments dans le groupe -1 plus 1. Alors ici, ça c'est un groupe avec la composition, donc on va l'indiquer peut-être en couleur à côté. Et ça c'est un groupe pour le produit. La signature est un morphisme, et puisqu'elle vérifie que pour deux permutations quelconques sigma et tau, la signature du produit sigma rond de la composée sigma avec tau est égale au produit des signatures de sigma et tau respectivement. Ça c'est vrai donc pour tout sigma et tau permutation d'un ensemble fini à n lettres. Ok, donc voici plusieurs exemples de morphismes de groupe. Alors, ce morphisme ne va pas être injectif dès lors que n est au moins égal à 2. Pour n égale à 1, les matrices 1, 1 à coefficient dans A, ce sont exactement les éléments de A, et les éléments inversibles, ce sont exactement les unités de A, donc les éléments inversibles de A. Dans le cas n égale à 1, ça c'est un isomorphisme, mais au-delà, ça ne l'est plus. Et ceci, vous savez que ça n'est pas injectif non plus. Donc, on va juste le dire. Donc peut-être en couleur. Donc ceci, pour n supérieur ou égal à 2, n'est pas injectif. Par exemple, on peut remarquer que si plus 1, moins 1, le déterminant de lui est égal au déterminant de moins 1 plus 1, et c'est égal à moins 1. Donc ça montre que ça n'est pas injectif pour n supérieur ou égal à 2. Alors pour n égale à... Pardon, lui, il est toujours... ça, c'est une bijection. Lui, il n'est pas bijectif puisque vous connaissez, en fait, là aussi, son noyau. On va revenir donc rapidement sur cette notion tout de suite. Mais là, vous savez, par exemple, que par rapport à ça, je vais le marquer ici, vous savez que, quel que soit z non complexe, l'exponentielle de z vaut 1 si et seulement si z est un multiple entier de 2i pi, donc si seulement si il existe un entier k, un entier relatif k, tel que z soit égal à 2i pi k. Donc ce truc n'est pas injectif, en particulier ce ne sera pas une bijection. Alors, par rapport à cette histoire donc de bijection, on a la notion d'isomorphisme de groupe.
Donc un isomorphisme entre deux groupes G et H avec des lois fois et étoile, c'est un morphisme de groupe phi tel qu'il existe un autre morphisme dans le sens opposé, psi de H dans G, encore morphisme de groupe, qui vérifie donc phi rond psi égale à l'identité de H et psi rond phi égale à l'identité de G. Alors, c'est un fait général qui est très utile, que les morphismes de groupe, donc par définition, en fait, ce sont toujours des bijections au niveau simplement ensembliste. Ce sont des morphismes de groupe qui sont des bijections ensemblistes. Il y a un lemme important qui vous dit que, en fait, réciproquement, tout morphisme de groupe, qui est une bijection, est automatiquement un isomorphisme de groupe. Ok, donc ça veut dire que automatiquement l'application inverse, elle est un morphisme de groupe, ce qui n'est pas a priori une donnée. Ok, alors par rapport à ces notions de morphisme, il y a plusieurs concepts qui sont proches et qu'il faut citer. Donc, je reprends la notation phi, un morphisme entre deux groupes G et H. Donc, il y a la notion du noyau de phi. Et ça, c'est exactement, alors ça, c'est notre ker de phi. Ça, c'est les éléments, l'ensemble des x éléments ou les g, disons, dans grand G, tel que phi de G, ce soit le neutre de H, l'élément neutre de H, qu'on note E indice H. Alors ça, c'est toujours un sous-groupe de G. Alors, il y a aussi une autre notion importante qui est celle de l'image d'un morphisme phi, qui est l'image au sens ensembliste. Donc ça, c'est l'ensemble des... Donc ça, c'est juste l'image de l'ensemble G par l'application phi. Et ça aussi, c'est un sous-groupe. Un sous-groupe de quoi? Un sous-groupe de H. Ok, alors, donc on a un lemme qui ressemble un petit peu au lemme précédent, qui permet de caractériser les morphismes de groupe injectifs. Donc phi est injectif si et seulement si le noyau de phi est réduit au singleton élément neutre de G. Alors, ça doit paraître remarquable, peut-être pas surprenant, mais au minimum remarquable, puisque l'injectivité, ça nous dit que, ça signifie que pour tout élément dans l'ensemble d'arrivée, la préimage par l'application de cet élément est soit vide, si l'élément n'est pas atteint, soit un singleton, si l'élément est atteint. Donc il y a une seule façon d'atteindre chaque image. Ici, cette condition, en fait, elle ne regarde pas toutes les images possibles, elle se contente de regarder l'image élément neutre, qui est effectivement atteinte toujours, et
En gros, ce qu'on dit, c'est que pour être injectif globalement, il suffit d'être injectif au-dessus de l'élément neutre de l'arrivée. C'est-à-dire que le seul élément qui soit envoyé sur l'élément neutre à l'arrivée, ce soit l'élément neutre du départ. Donc ça, c'est très simple à vérifier. Je vous le laisse en exercice si jamais vous voulez vous en convaincre. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'utile et a priori un peu surprenant. Ok, alors, donc je vais vous laisser aussi en exercice la caractérisation des sous-groupes de Z que vous trouverez pour nos élèves en tout cas dans le poly. Donc ça c'est un exercice très important. C'est limite, je crois que c'est même du cours en fait, c'est du cours. Donc les sous-groupes du groupe additif des entiers sont les parties AZ avec, donc ça c'est l'ensemble des multiples de A avec A un entier naturel. Ça c'est une propriété très importante des entiers. Et il y a un exercice qui ressemble un petit peu, qui lui aussi, je crois, figure explicitement au programme et qu'il faut connaître, c'est que les sous-groupes du groupe additif des nombres réels viennent en deux familles. Alors, il y a les sous-groupes qui sont denses, au sens de partie dense de R. Alors, on peut par exemple penser à Q, qui est un sous-groupe dense de R, ou Q de racine de 2, qui sont l'ensemble des nombres de la forme A plus B racine de 2, ou peut-être même, allez, avec A et B des nombres rationnels, disons, pourquoi pas. Eux, ils sont assez compliqués, on ne va pas en dire beaucoup plus. Et les sous-groupes qui ne sont pas denses, ben, sont en fait ce qu'on appelle monogènes, ils sont engendrés par un seul élément. Donc les sous-groupes qui ne sont pas denses et qui sont de la forme x, z, avec x, un nombre réel positif. Ok, alors c'est les seuls groupes qui existent, les seuls sous-groupes, le seul type de sous-groupe qui existe pour R. On peut se les représenter aussi de manière un peu schématique. Par exemple, si R c'est ça, avec 0 ici, 1 là, ben, un sous-groupe dense, c'est une partie en fait qui va être nécessairement dense partout. Il y a une infinité de points entre n'importe quel deux points. Et les sous-groupes qui ne sont pas denses, en fait, ont une tête beaucoup plus facile. Ils vont avoir cette tête-là, moins x, 2x, etc. Alors après avoir étudié donc les morphismes de groupe, on va maintenant s'attarder sur les morphismes d'anneaux. On va rapidement rappeler ce que ça signifie. Donc, étant donné deux anneaux A plus et fois et B plus et fois, on appelle morphisme d'anneaux
toute application phi de A dans B telle que, donc on appelle morphisme d'anneau, toute application phi de A dans B telle que, alors pour tout A et A' dans grand A, on est, disons, phi de A moins A plus A', pardon, égale à phi de A plus phi de A'. Alors ça signifie que phi est un morphisme de groupe entre le groupe additif A+, et le groupe additif B+. Et donc, on demande aussi que phi envoie l'unité multiplicative de A sur l'unité multiplicative de B, et que phi se comporte bien par rapport au produit, donc que phi de A A' soit égal au produit de phi de A avec phi de A', et ceci pour tout A, A' dans grand A. OK. Alors là aussi, vous avez plein d'exemples dans votre cours, donc vous connaissez déjà. Donc, exemple, par exemple, l'inclusion de Z dans les nombres rationnels, et de même l'inclusion des nombres rationnels dans les nombres réels et l'inclusion des nombres réels dans les nombres complexes. Chacune de ces applications est un morphisme d'anneau, puisque la multiplication dans Z, la multiplication dans Q, par exemple, étant la multiplication dans Z, la multiplication dans R étant celle dans Q, la multiplication de R étant celle de C étant celle de R. Alors, un autre exemple, ce serait par exemple, ce serait, étant donné un morphisme de groupe, morphisme d'anneau phi et n un entier, disons non nul, alors on a un morphisme induit, disons phi chapeau, qui va des matrices à coefficients dans A dans les matrices à coefficients dans B, et qui envoie une matrice, donc la matrice des A et J, pour I et J entre 1 et n, sur la matrice des images par phi, donc la matrice des phi de A, I, J, pour I et J entre 1 et n. Donc ça, ce sont des morphismes d'anneau. Un autre morphisme d'anneau qui joue un rôle vraiment essentiel en diagonalisation, et je vous invite à aller regarder la vidéo sur la diagonalisation, justement, où ça intervient, c'est, étant donné un endomorphisme U d'un K-espace vectoriel V, avec K un corps commutatif quelconque, alors on a un morphisme qu'on note souvent phi indice U, qui va de l'anneau des polynômes à coefficient dans K dans les endomorphismes de V, et qui va envoyer un polynôme P sur l'endomorphisme P de U, ou plus précisément, donc, si P est la somme pour I allant de 0 à, disons, Q des AI XI, on pose P de U, c'est la somme pour I allant de 0 à Q des AI UI, où ça c'est la composée IM de U avec lui-même. Donc U0 c'est l'identité de V, U1 c'est U, U2 c'est U rond U, etc. Donc ça aussi c'est un morphisme d'anneau important.
Alors, étant donné un anneau, on a aussi un certain groupe associé qu'on note les unités de A. Alors, les unités de A, c'est, on note souvent A avec une croix, c'est l'ensemble des éléments de A qui admettent un inverse pour la multiplication, donc tel qu'il existe B, un élément de A, tel que AB soit égal à l'unité de A égale à BA. Alors, pour les anneaux qui ne sont pas commutatifs, il faut imposer le fait que AB et BA, tous les deux, soient égaux à l'unité de A. Alors ça devient un groupe pour le produit. Pour le produit de A. Et on va juste faire une petite remarque qui va nous être utile dans la suite, quand on va parler de l'indicatrice de l'air et des anneaux Z sur NZ et du théorème chinois. Donc une petite remarque, c'est que comme avec les groupes, quand on a une famille d'anneaux, on peut produire l'anneau produit. Donc si A, I est une famille d'anneaux, donc c'est-à-dire que quel que soit I, on a un anneau AI avec une loi plus et une loi produit qui dépend elle aussi de I, mais bon, on va supprimer cet indice. Donc quand on a une famille d'anneaux, on peut munir le produit cartésien produit des AI d'une structure d'anneaux en posant pour deux familles AI et BI d'éléments des AI, on va définir la somme coordonnée à coordonnée. Disons, on va noter plus avec un point la loi additive, comme étant donc la famille, il faut produire une famille, puisque c'est un élément du produit cartésien qu'il faut produire. Et de même, le produit sera défini coordonnée à coordonnée. Comme la famille des AI BI. Alors, un exemple de ça que vous maîtrisez, c'est par exemple le cas où tous les AI sont le même anneau, à savoir l'anneau des nombres réels, et I, c'est l'ensemble N. Dans ce cas, vous produisez les suites réelles, indexées par les entiers, et l'addition et la multiplication, c'est celle que vous connaissez. Donc, exemple. Donc, en prenant I égale à N, et pour tout I, dans I, AI plus fois, ce sera juste les nombres réels ou les nombres complexes. Alors, le produit des AI, c'est exactement l'anneau des suites réelles avec l'addition et le produit. Alors la remarque que je voulais faire, qui va nous être utile dans la suite, c'est que les unités d'un anneau produit
Donc je reprends cette notation, ce sont les éléments inversibles de cet anneau-là. Bah ça, c'est égal au produit des unités. Et cette égalité est un isomorphisme de groupe. Ok, alors, on va dire un mot sur les idéaux d'un anneau. Alors, pour motiver la définition de ce qu'est un idéal, on va faire la remarque suivante, ou l'observation. Donc, si j'ai un morphisme d'anneau phi de A dans B, donc phi morphisme d'anneau, alors le noyau de phi, ce qui a un sens, puisque phi est un morphisme de groupe entre les groupes additifs, donc c'est le noyau de ce morphisme de groupe sous-jacent. Le noyau de phi, c'est l'ensemble des A éléments de A, tel que phi de A, ce soit l'élément nul de B. Alors le noyau de phi est un sous-groupe du groupe additif, mais c'est ce qu'on appelle un idéal. Ce qui signifie que c'est un sous-groupe additif de A, donc un sous-groupe de A+, ça c'est une donnée, ça c'est bon, mais que ça a aussi une stabilité par produit externe. Donc, quel que soit, disons, I dans le noyau de phi, et quel que soit A, élément quelconque de A, le produit IA et AI appartiennent tous les deux encore au noyau de phi. Alors je vous invite à le démontrer si vous ne le voyez pas immédiatement. Comment est-ce qu'on le fait? On se donne un élément I dans le noyau, on se donne un élément A quelconque de A. On regarde phi de AI par exemple, phi de A fois I, puisque phi est un morphisme de groupe, c'est égal à phi de A fois phi de I. Et puisque phi de I est nul, on obtient à la fin 0, c'est-à-dire que I fois A ou A fois I, suivant le cas, est dans le noyau. Donc ça, c'est une observation fondamentale. Et on définit donc un idéal comme étant une partie qui vérifie ça. Donc définition, une partie I dans A est appelée idéal, est un idéal, donc une partie non vide. Une partie non vide de A est un idéal si c'est un sous-groupe de A+, un sous-groupe est par définition non vide, et que, quel que soit I dans grand I, et quel que soit A dans grand A, on a IA et AI qui appartiennent encore à I. OK. Donc un idéal, c'est quelque chose qui a cette propriété en commun avec le noyau d'un morphisme d'anneau. Donc tout noyau est un idéal, tout noyau d'un morphisme d'anneau est un idéal, et en fait c'est une proposition qui est hors programme, que réciproquement, tout idéal est le noyau de A, disons, et le noyau d'un morphisme d'anneau de source A. Donc d'ensemble de départ A. Donc en fait, les idéaux, c'est exactement les morphismes, c'est exactement les noyaux de morphisme d'anneau.
Mais le fait que ce soit exact, que ce soit exactement ça, est hors programme. Je vous le signale juste pour que ça semble plus naturel comme notion. Ok. Alors, on va s'arrêter dans cette partie, en tout cas, sur le fait suivant, qui est aussi important. Théorème. Donc, les idéaux, disons plutôt comme ça, quel que soit A élément de N, la partie AZ est un idéal de l'anneau des entiers. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Et la démonstration est évidente, je vous la laisse en exercice. Donc, ceci nous dit qu'en fait, les sous-groupes de Z+, ce sont exactement les idéaux de l'anneau Alors pour un anneau quelconque, on a par définition que tout idéal est un sous-groupe. Donc pour un anneau quelconque, j'ai l'inclusion de ce sens-là. Mais quand on travaille avec Z, en fait, on a égalité. Les sous-groupes et les idéaux, c'est la même chose. Alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, on reviendra sur donc Z sur NZ, sur des questions de générateurs, sur aussi les unités de cet anneau, et en particulier sur leur nombre, qui est la caractéristique de l'air, et ses propriétés. On reviendra aussi sur le théorème important, le théorème de Lagrange, et les histoires d'ordre d'éléments dans un groupe. Donc je vous remercie, j'espère que ça a été utile pour vous, et à la prochaine vidéo.